Donc, je vais en profiter pour partager mon écran tout de suite, tout en vous remerciant d'être présent cet après-midi pour la présentation. Donc, effectivement, je vais vous présenter mon projet de doctorat qui constitue à l'évaluation d'une intervention en communication sociale auprès d'élèves d'âge primaire qui présentent un trouble du comportement. Donc, comme j'ai été présentée au préalable, j'ai une formation initiale en orthophonie et j'ai œuvré en milieu scolaire une dizaine d'années, ce qui m'a ensuite incité à retourner vers les études doctorales pour un peu pouvoir pousser mes interrogations et mes questions là, que je ne pouvais pas résoudre en milieu scolaire. Donc, pour la présentation, je vais commencer bien sûr par une mise en contexte, vous montrer les hypothèses explicatives qui existent dans la littérature entre la communication, le langage et le comportement, en les appuyant des données épidémiologiques aussi. Puis, je vais aborder le modèle conceptuel qui a été choisi dans le cadre de ma thèse qui porte sur la communication sociale, pour ensuite aller plus sur le devis de recherche, donc les objectifs de recherche, la méthodologie, les analyses préliminaires qui sont toujours en cours et conclure sur la présentation. Donc, dans le milieu scolaire québécois, le défi des services offerts aux élèves handicapés en difficulté d'apprentissage, d'adaptation et d'apprentissage, c'est un défi qui est très connu au sein du milieu scolaire. Les élèves sont très présents. D'ailleurs, on a remarqué une hausse de 50% des élèves HDAA sur 10 ans. Déjà, en 2011-2012, ils représentaient 20% des élèves en commission scolaire. Et tous ces élèves-là représentent une variété de besoins. Donc, pour répondre à ces besoins-là, le gouvernement investit plusieurs milliards de dollars et ça continue de monter. On verra, seul l'avenir nous dira ce qui va arriver avec les effets de la pandémie, mais on peut croire que ça ne ralentira pas les besoins de ces élèves-là. Et donc, parmi la variété des besoins et des défis pour répondre à ces élèves-là, il y a les élèves qui présentent un trouble du comportement. Donc, en milieu scolaire, on privilégie souvent l'approche dimensionnelle pour catégoriser, si on veut, les troubles de comportement. Et on va parler de deux grands types de difficultés, soit les troubles du comportement extériorisés. Parmi cette catégorie-là, on peut penser aux manifestations d'hyperactivité, d'impulsivité, les comportements agressifs, les comportements d'opposition, de provocation. Et de l'autre côté, on peut penser aussi aux troubles de comportement intériorisés, où là, on fait plus appel à des manifestations de retrait, des manifestations anxieuses ou dépressives, entre autres. Malheureusement, c'est rare qu'un trouble du comportement ne comporte que des manifestations extériorisées ou intériorisées et souvent, on va rencontrer les deux types de difficultés chez un même élève. Oh, je m'excuse, j'ai accroché un bouton. Parce que c'est l'interaction finalement de facteurs de risque et de protection qui rendent toute la complexité au portrait finalement de l'élève. Et donc, à travers le temps, les chercheurs ont développé des façons d'aider ces élèves-là et parmi les façons de les aider, il y a eu plusieurs programmes d'entraînement aux habiletés sociales qui ont été développés pour pallier aux difficultés sociales des élèves qui présentent un trouble de comportement. Et on a de la littérature, des méta-analyses qui montrent les effets positifs à court terme là, pour améliorer les compétences sociales de ces enfants-là. Par contre, on se rend compte aussi que les effets sont quand même modestes et c'est plus difficile de généraliser ces effets positifs-là à un contexte, à un environnement plus naturel, entre autres parce que parfois il manque d'opportunités pour mettre en pratique ces habiletés-là en dehors du programme d'entraînement aux habiletés sociales. Et on réalise aussi que les jeunes ont parfois de la difficulté à comprendre les indices sociaux. Et c'est là où ça devient peut-être intéressant et pertinent de s'intéresser à la communication et au langage pour soutenir cette partie-là qui est peut-être un peu occultée dans les programmes sur les habiletés sociales et dans d'autres programmes auprès des élèves qui présentent un trouble du comportement.
Donc, quand on regarde un petit peu dans la littérature, il y a différentes hypothèses qui ressortent pour faire le lien entre le comportement et le langage, principalement 4, je vous dirais. La première qui soulève la simple possibilité qu'il y ait une comorbidité entre les deux problématiques, mais cette hypothèse-là peut quand même être remise en question quand on regarde les données épidémiologiques auprès des populations étudiées. Je vais y revenir là, à la diapositive suivante. La deuxième hypothèse possible est que les difficultés de langagière entraîneraient les difficultés de comportement. Donc, un jeune qui aurait de la difficulté à exprimer sa pensée pourrait s'exprimer, par exemple, par le biais de comportements agressifs. La troisième hypothèse est l'inverse, en fait. Donc, elle est aussi unidirectionnelle. Donc, les difficultés de comportement, au contraire, entraîneraient le développement de difficultés langagières. Et ça, ce serait en fait parce que les jeunes qui présentent des difficultés de comportement seraient des partenaires un peu moins prisés pour être des partenaires de jeu, par exemple. Et donc, il y aurait moins d'occasions de développer leurs habiletés langagières parce qu'ils seraient moins en interaction avec d'autres jeunes. Finalement, l'hypothèse actuellement la plus soutenue pour expliquer ces relations-là, ce serait plutôt la présence de facteurs sous-jacents qui permettent l'émergence des deux types de difficultés chez ces jeunes-là. Par exemple, les pratiques éducatives, le milieu socio-économique, le fonctionnement neuropsychologique, donc des facteurs complexes qui entrent en interaction et qui font en sorte qu'on voit les deux types de difficultés apparaître chez un même jeune. D'ailleurs, les données épidémiologiques, bien qu'elles ne soient pas très fournies, ce qu'on a jusqu'à maintenant démontre quand même des liens importants entre les deux composantes. Quand on regarde les études qui ont été faites chez les enfants qui ont des difficultés langagières, ici, je vous rapporte des moyennes. Bien sûr, il y a une grande variabilité. C'est dans une revue de littérature, ce sont dans des revues de littérature. Donc, on estime qu'il y aurait 57 % des élèves qui ont des difficultés langagières qui auraient aussi un trouble de comportement. Et quand on regarde les enfants qui ont un trouble développemental du langage, donc un trouble développemental du langage, c'est un trouble de langage normalement qu'on n'attribue pas à une cause autre, par exemple comme la déficience intellectuelle. Ils seraient 2 fois plus à risque de présenter des difficultés comportementales. Et enfin, les enfants qui ont un trouble développemental du langage mixte, c'est-à-dire que les atteintes langagières sont à la fois à la compréhension et à l'expression du langage, présenteraient des manifestations comportementales plus complexes encore. Inversement, quand on regarde les données épidémiologiques recueillies chez les enfants qui présentent un trouble du comportement, les études varient évidemment sur le pourcentage, mais on estime qu'entre 66 et 91 % des enfants qui ont un trouble de comportement ont des difficultés langagières significatives. Et quand on sépare ça selon les difficultés expressives et réceptives, on peut voir qu'au niveau des difficultés expressives, il y a une grande variabilité selon le niveau de sévérité, mais on se situe à tout le moins autour du quart à peu près la moitié des enfants qui auraient des difficultés expressives, versus sur le plan de la compréhension, on a aussi un peu moins du quart pour des difficultés modérées à sévères de compréhension, mais près de la moitié qui auraient au moins des difficultés légères de compréhension. La statistique qui est peut-être un petit peu plus inquiétante pour nos milieux de pratique, c'est une étude qui a relevé que 81 % des enfants qui ont un trouble de comportement auraient des atteintes langagières non identifiées, ce qui fait en sorte qu'on interviendrait auprès de cette population-là sans tenir compte de ces aspects déficitaires dans leur profil individuel. Et donc, c'est ce qui nous a amené à nous intéresser un peu à la communication sociale auprès des jeunes en troubles de comportement. La communication sociale, ce modèle-là a été présenté par Adams et permet de bien camper le comportement en relation avec la communication. Donc, selon Adams, la communication sociale, c'est la synergie de 4 dimensions.
Premièrement, les interactions sociales. Les interactions sociales sont très documentées chez les jeunes qui ont un trouble de comportement. D'ailleurs, elles font partie intégrante de la définition du ministère de l'Éducation sur ce que c'est un trouble de comportement. Donc, ça, c'est un pan qui est bien connu chez cette population-là. La cognition sociale est quand même aussi très documentée et est travaillée dans différents programmes d'entraînement pour les jeunes à troubles de comportement, que ce soit par jeu de rôle, par la lecture enrichie, par exemple, etc., le modelage. Donc, la cognition sociale, être capable de tenir compte du point de vue de l'autre, de ses émotions, de ses sentiments, c'est aussi quelque chose qui est connu, qui est travaillé chez la population. Les deux aspects qui sont le moins connus sont les habiletés langagières. Donc, être capable de s'exprimer et de comprendre le langage, que ce soit les sons, les phrases, le vocabulaire qu'on utilise ou qu'on comprend, et les habiletés pragmatiques. Pour les fins de cette présentation-là, moi, je vais m'attarder aux habiletés pragmatiques que je vais mieux vous définir parce que ce sont elles qui sont actuellement les plus reliées dans le domaine de la communication avec les troubles de comportement selon les chercheurs. Donc, je vais mettre l'accent sur cette partie-là. Alors, les habiletés pragmatiques, ce que c'est l'utilisation du langage en contexte social. C'est la façon dont un individu est capable de comprendre ou d'utiliser ses ressources langagières, mais en l'adaptant au contexte dans lequel il est, à l'environnement social ou à l'environnement culturel. Par exemple, l'enfant qui s'adresse à un adulte sait qu'il ne peut pas s'adresser à l'adulte comme il va s'adresser à son père, par exemple, à son ami. Un jeune de son âge. Le jeune qui veut faire une demande, normalement, apprend à faire des demandes polies ou même des demandes de façon indirecte et inversement, va comprendre les demandes indirectes. Donc, toute cette manipulation-là, ça nous permet, les habiletés pragmatiques, d'être appropriées dans un contexte donné. Et ça regroupe un grand éventail d'habiletés qui ont été classées en 17 domaines par certains chercheurs, mais je vous en rapporte ici quelques-uns, dont la formulation de demande, la communication non verbale, les habiletés discursives et narratives, et parfois même la théorie de l'esprit est incluse, selon certains auteurs, là, dans les habiletés pragmatiques. Ce qui est peut-être aussi ce qu'on voit moins souvent dans l'entraînement aux habiletés sociales, parce que parfois on recoupe certains de ces aspects-là dans les habiletés sociales, ce sont aussi les caractéristiques et la fluidité de la parole. Par exemple, l'intonation, la prosodie, le rythme de notre parole, qui tendent plus vers les théories linguistiques, si on veut. Donc, notre recherche s'est intéressée à cet aspect-là en mettant en place une intervention sur les habiletés pragmatiques dans des classes de soutien au comportement pour des élèves d'âge primaire. Les élèves dans ces classes-là sont principalement dans ces classes parce qu'ils présentent des manifestations majoritairement extériorisées. C'est pour ça qu'on parle d'un trouble extériorisé du comportement. Et donc, nous avons mesuré les effets de l'intervention sur les habiletés pragmatiques sur le comportement des enfants et finalement, la qualité de l'implantation dont je ne pourrais pas vous parler aujourd'hui, c'est toujours en cours d'analyse. Alors, pour la méthodologie, c'était un devis quasi expérimental avant-après avec un groupe témoin non équivalent. Les jeunes avaient tous entre 6 ans et 11 ans 11 parce que dans ce type de classe-là, ils sont ensemble par groupe d'âge et non par niveau scolaire. Donc, ça peut varier là, dans chaque classe. Et donc, comme je vous l'ai dit, dans une classe spécialisée. La collecte de données s'est déroulée un peu en 3 temps, si on veut. Donc, il y a eu une étape de pré-intervention où on a premièrement établi le profil langagier pour pouvoir contrôler certaines données chez les élèves avec les outils. Je vais vous les détailler un petit peu plus par la suite. On a aussi utiliser des questionnaires auprès des parents et auprès des enseignants pour documenter les difficultés de comportement, les habiletés pragmatiques également chez les jeunes. Ensuite, il y a eu l'intervention et il y a une mesure en post-intervention où on a remesuré les habiletés pragmatiques et les comportements du point de vue des enseignants et des parents.
Donc, si on regarde un petit peu plus en détail les outils, pour ce qui est de la portion de langage, qui était plus une mesure de contrôle en début avant l'intervention, en fait, nous avons utilisé l'évaluation clinique des notions langagières fondamentales, qui est souvent appelée le SELF canadien-français, et des sous-tâches dans cet outil-là, dont le concept et exécution directive qui teste la compréhension. Donc, il n'y a pas de réponse verbale, là, c'est la compréhension de concepts et de consignes. Une tâche de répétition de phrases, une tâche de vocabulaire expressif qui s'arrête à 8 ans. Donc, pour les enfants qui étaient plus vieux que 8 ans, c'était la tâche famille de mots qui était utilisée pour la mesure du vocabulaire. Pour ce qui est du comportement, c'est le questionnaire du Children Behavior Checklist qui a été utilisé, qui est souvent utilisé dans les études au sujet du comportement des jeunes en milieu scolaire. Et finalement, pour les habiletés pragmatiques, on a utilisé le questionnaire du Children Communication Checklist, qui est aussi utilisé beaucoup pour les habiletés pragmatiques, qui a eu une adaptation québécoise, et un questionnaire maison qui visait plus spécifiquement les habiletés travaillées au sein de notre intervention. Donc, il y a eu une intervention hebdomadaire, en fait, 8 semaines d'intervention hebdomadaire d'1 heure dans les classes du groupe expérimental, où on a travaillé notamment le tour de rôle, les habiletés conversationnelles, la formulation des demandes, les habiletés discursives et l'utilisation des marques de politesse. Tout ça, ça a été fait avec de l'enseignement explicite, du modelage, de l'étayage, de la pratique guidée. Pour vous donner une idée, par exemple, sur le tour de parole, on pouvait discuter des indices qui me permettent de savoir comment je fais pour savoir que c'est à mon tour de parler. Donc, par exemple, je sais que la personne va s'arrêter et me regarder pour me donner le droit de parole. Elle va arrêter de parler et elle va établir un contact visuel. Il y a aussi des indices dans la prosodie, un peu dans la variation de la voix, si on veut, de la personne qui me permettent de savoir si elle me pose une question et qu'elle attend une réponse ou si elle fait un commentaire. Donc, par exemple, quand c'est une question, souvent, l'intonation va être montante à la fin de la phrase. Pour ce qui est, par exemple, des formulations de demande, et c'est quelques exemples que je vous tire, ce n'est pas tout le programme que je vous présente là, on pouvait regarder une image un peu contextualisée, justement, et voir comment, dans cette situation-là, on peut produire une demande directe et polie. Qu'est-ce que serait une demande directe et impolie? Et comment on pourrait produire une demande indirecte et avoir le même effet sur son interlocuteur? En fait, pas toujours. Si c'est impoli, on n'a pas toujours le même effet, mais dans la demande indirecte ou dans la demande directe et polie, par exemple. Donc, je vous présente aujourd'hui des données préliminaires avec, nous avions 29 participants, 25 garçons, 4 filles, avec l'âge moyen un petit peu plus bas là, dans le groupe expérimental que le groupe témoin. Et pour ce qui est des données, ce que vous voyez ici, ce sont les variables qu'on a contrôlées sur le plan du langage avant l'intervention. On a une différence significative au sous-test famille de mots qui testait le vocabulaire ici dans cette partie-là expressif. Donc, une différence statistiquement significative entre nos deux groupes. Je passe les données pour ensuite vous donner une interprétation. Ensuite, ici, ce que vous voyez, on a fait des différences entre le score au post-test et le score au pré-test pour voir l'évolution de nos participants. Et ces résultats-là sont à l'échelle de comportement, finalement. Donc, ça, c'est l'échelle qui a été complétée par les enseignants. On voit ici des différences significatives à 3 sous-échelles. La première étant la sous-échelle qui mesure davantage les manifestations d'anxiété. La deuxième au niveau des manifestations de retrait social. Et la troisième sur le plan des problèmes sociaux. Ce même questionnaire-là a été aussi présenté aux parents et là, on n'a pas de résultats significatifs en ce qui concerne le questionnaire aux parents. La deuxième partie des mesures concernait les habiletés pragmatiques. Donc, même chose. Ici, on a les différences entre les scores au pré-test et au post-test selon le questionnaire enseignant, qui n'a pas donné de résultats significatifs sur le plan statistique. Et pour ce qui est des parents, cette fois-ci, on a eu des résultats statistiquement significatifs
à 2 échelles pour les habiletés pragmatiques, soit l'initiation de la conversation et la communication non verbale. Ceci étant dit, à notre grand désarroi, tous ces résultats-là vont à l'encontre de nos hypothèses de départ, cependant, c'est-à-dire que toutes les améliorations, si on veut, sont en faveur du groupe témoin. Donc, évidemment, ce sont les analyses préliminaires et on va continuer à travailler sur ces analyses-là pour les peaufiner. Par exemple, on a noté certaines différences intra-groupes dans le groupe expérimental, puis dans le groupe témoin. Donc, il va falloir analyser, il va falloir peaufiner ces analyses-là, peut-être aussi avec des tests T à échantillons uniques pour voir un petit peu là, étoffer l'analyse qu'on va pouvoir faire de cette situation-là. Ceci étant dit, il y a aussi les analyses plus qualitatives en lien avec la qualité de l'implantation, l'appréciation des participants au projet. Et sans que tout soit terminé, les résultats sont quand même assez positifs de ce côté-là. L'appréciation du projet le projet a été très apprécié par les participants. Donc, évidemment, on va continuer de creuser tout ça. Pour la suite, bien, c'est sûr qu'en recherche, il y a encore beaucoup de chemin à faire en lien avec la communication et le comportement, surtout chez les enfants d'âge scolaire. Donc, ce sera intéressant de refaire cette étude-là auprès d'un plus grand échantillon. Hein. Évidemment, on peut penser à plein de limites, les pratiques éducatives qu'on n'a pas pu contrôler, la taille de l'échantillon qui était somme toute pas si grande que ça. Donc, il y a plein de pistes à analyser. Il faut aussi documenter les données épidémiologiques concernant les difficultés langagières et communicationnelles chez les enfants qui ont un trouble de comportement au Québec. De mon côté, je n'ai pas retrouvé pour l'âge scolaire là, des données épidémiologiques provenant du Québec. On pourrait aussi utiliser le programme qu'on a utilisé en classe de soutien au comportement, peut-être en classe ordinaire, puis suivre des enfants qui sont intégrés, donc des enfants qui ont un trouble de comportement, mais qui sont en classe ordinaire, puis voir si le programme donnerait des effets plus intéressants dans une réponse à l'intervention plus au niveau universel, par exemple, parce que là, on était déjà en classe de soutien au comportement, donc les enfants étaient déjà en plus grande difficulté. Et ce serait évidemment pertinent de développer un programme plus étoffé sur les habiletés pragmatiques. On peut voir, par exemple, est-ce qu'il y en aurait un meilleur effet si la durée ou l'intensité de l'intervention était plus grande, notamment. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de pistes à explorer. Ce qu'on sait en pratique, toutefois, c'est qu'on gagnerait dans nos milieux scolaires à stimuler précocement et régulièrement la communication et le langage, ce qu'on fait pas si souvent, somme toute, de multiplier dans les classes les opportunités qu'on a à faire et à communiquer avec nos jeunes pour qu'ils puissent développer ces habiletés communicationnelles-là. Et l'enseignant peut aussi adopter des stratégies générales qui s'implantent facilement dans les classes, mais qui peuvent être aussi pertinentes pour nos jeunes à troubles de comportement. Par exemple, réduire leur débit, laisser des silences après une interrogation ou après une explication pour permettre le traitement de l'information. Enseigner explicitement les habiletés communicationnelles parce qu'il y a quand même certains chercheurs qui pensent que des difficultés comportementales pourraient être à tort interprétées comme des difficultés pragmatiques, pardon, pourraient être interprétées à tort comme des difficultés de comportement. Donc, offrir cet enseignement explicite-là aussi. Et développer le vocabulaire, bien sûr, de façon générale, mais notamment avec le comportement, la compréhension, l'expression du vocabulaire émotionnel. Ce sera un atout là, pour la gestion des émotions, notamment. En somme, bien que les résultats ne vont pas dans le sens qu'on le souhaitait actuellement aux analyses préliminaires, la recherche démontre quand même actuellement qu'il y a des relations fréquentes entre le comportement et la communication chez l'enfant et on a très peu d'interventions qui sont développées pour cette population-là. Il y a même certains chercheurs qui avancent que les interventions qu'on met en place auprès des jeunes qui présentent un trouble extériorisé du comportement pourraient être inefficaces si on ne tient pas compte de leurs difficultés de communication sociale. Donc, il y a quand même encore beaucoup de choses à faire et le fait d'accentuer nos pratiques
sur le plan de la communication et du langage, ça nous ouvre aussi une grande porte sur des pratiques collaboratives avec des professionnels impliqués, notamment les orthophonistes, pour favoriser la réussite éducative de nos élèves, pour améliorer l'efficacité de nos interventions et aussi pour soutenir le sentiment d'auto-efficacité personnelle de nos enseignants parce qu'on sait que la population qui présente des troubles de comportement constitue une des populations les plus difficiles à soutenir pour nos enseignants. Puis parfois, on voit une relation avec l'épuisement professionnel. Donc, on a tout à gagner finalement à améliorer nos pratiques collaboratives auprès des jeunes qui présentent un trouble du comportement. Voilà.